Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au fond de ça, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. La menace d'un bon exemple. Un article de Noam Chomsky. Aucun pays n'est à l'abri d'une intervention des États-Unis, même le plus insignifiant. En fait, ce sont souvent les pays les plus faibles, les plus pauvres, qui provoquent la plus grande hystérie. Prenez le cas du Laos dans les années 60, peut-être le pays le plus pauvre du monde. La plupart de ceux qui y vivaient ne savaient même pas qu'ils vivaient dans un pays appelé le Laos. Tout ce qu'ils savaient était qu'ils vivaient dans un village, qui était situé non loin d'un autre petit village, etc. Mais dès qu'une révolution sociale très limitée a commencé à se développer là-bas, Washington a soumis le Laos à un bombardement secret, meurtrier, détruisant de larges portions de zones habitées, et qui, de leur propre aveu, n'avait rien à voir avec la guerre que les États-Unis menaient contre le Vietnam du Sud. La population de la Grenade est de 100 000, et vous auriez du mal à trouver cette île sur une carte. Mais lorsque la Grenade a connu une révolution sociale modérée, Washington est rapidement entré en action pour détruire la menace. Depuis la révolution bolchevique de 1917 jusqu'à la chute des gouvernements communistes en Europe de l'Est à la fin des années 80, chaque agression US était justifiée comme une défense contre la menace soviétique. Ainsi, lorsque les États-Unis ont envahi la Grenade en 1983, le chef d'état-major a expliqué que, dans l'éventualité d'une attaque soviétique contre l'Europe occidentale, un régime hostile à la Grenade pouvait couper les approvisionnements de pétrole des Caraïbes à l'Europe de l'Ouest et que les États-Unis seraient dans l'impossibilité de porter secours à leurs malheureux alliés. Cela peut paraître comique, mais de telles histoires peuvent mobiliser un soutien de l'opinion publique contre l'agression, le terrorisme et la subversion. L'agression contre le Nicaragua était justifiée par le fait que si nous ne les arrêtions pas là-bas, ils traverseraient notre frontière à Arlington, Texas, à peine 2 heures de route. Pour les publics plus éduqués, il y avait des arguments plus sophistiqués, mais tout aussi plausibles. En ce qui concerne l'économie américaine, le Nicaragua pourrait disparaître et personne ne s'en rendrait compte. Même chose pour le Salvador. Pourtant, ces deux pays ont été soumis à des attaques meurtrières de la part des États-Unis, qui ont coûté des centaines de milliers de vies et des milliards de dollars de dégâts. Il y a une raison à cela. Plus le pays est faible, plus son exemple est dangereux. Si un pays minuscule comme la Grenade pouvait améliorer les conditions de vie de sa population, d'autres pays avec plus de ressources pourraient se demander pourquoi pas nous. Ceci est vrai aussi pour l'Indochine, qui est relativement grande et possède quelques ressources. Eisenhower et ses conseillers s'étendaient sans cesse sur le riz, l'étain et le caoutchouc, mais leur véritable crainte était que le peuple indochinois retrouve l'indépendance et la justice, et que celui de la Thaïlande les imite, et, en cas de réussite, que la Malaisie suive leur exemple pour rapidement aboutir à l'indépendance totale de toute l'Indonésie et la perte pour les États-Unis d'une partie importante de la grande zone. Lorsqu'on veut instaurer un système global qui soit soumis aux besoins des investisseurs américains, il faut s'assurer que tous les morceaux restent en place. Il est étonnant de constater à quel point cette idée est ouvertement formulée dans les documents officiels. Prenons l'exemple du Chili, sous Allende. Le Chili est un pays relativement grand, avec beaucoup de ressources naturelles, mais là non plus, les États-Unis n'allaient pas s'effondrer si le Chili devenait indépendant. Pourquoi étions-nous si préoccupés par ce pays ? Selon Kissinger, le Chili était un virus qui pouvait infecter la région et dont les effets allaient se ressentir jusqu'en Italie. Malgré 40 ans de subversion par la CIA, l'Italie avait encore un mouvement ouvrier. L'avènement d'un gouvernement social-démocrate au Chili aurait pu inspirer les électeurs italiens. Imaginez qu'ils se prennent à avoir des idées bizarres comme celle de reprendre le contrôle de leur propre pays et de refonder les mouvements détruits par la CIA dans les années 40. Les stratèges américains, depuis le secrétaire d'État Dean Acheson à la fin des années 40 jusqu'à nos jours, ont toujours averti qu'une pomme pourrie gâte le baril, traduction littérale du proverbe.
Le danger était la pourriture, c'est-à-dire le développement social et économique qui pouvait se transmettre. Cette théorie de la pomme pourrie est présentée en public sous le nom de la théorie des dominos. Elle est destinée à faire peur à l'opinion publique et lui expliquer comment Ho Chi Minh pourrait monter dans un canoë et pagayer jusqu'en Californie, ce genre de choses. Il se peut que quelques responsables américains croient à ces bêtises, c'est possible, mais pas les stratèges. Ces derniers comprennent parfaitement que la véritable menace est celle d'un bon exemple, et il leur arrive parfois de l'énoncer clairement. Lorsque les États-Unis planifiaient le renversement de la démocratie guatémaltèque en 1954, le département d'État a déclaré officiellement que le Guatemala représente un danger croissant pour la stabilité du Honduras et du Salvador. Sa réforme agraire est un puissant outil de propagande. Son vaste programme social d'aides aux travailleurs et paysans, dans une lutte victorieuse contre les classes aisées et les grandes entreprises étrangères, exerce un fort attrait auprès des populations voisines en Amérique centrale, où les conditions sont similaires. En d'autres termes, les États-Unis veulent la stabilité, c'est-à-dire la sécurité pour les classes aisées et les grandes entreprises étrangères. Si cet objectif peut être atteint par des mécanismes démocratiques, tout va bien. Sinon, la menace contre la stabilité, que représente un bon exemple, doit être détruite avant que le virus ne se répande. C'est pourquoi, même le plus petit des pays peut représenter une menace et doit être écrasé. For the first time in this century, for the first time in perhaps all history, man does not have to invent a system by which to live. We don't have to talk late into the night about which form of government is better. We don't have to wrest justice from the kings. We only have to summon it from within ourselves. This is a time when the future seems a door you can walk right through into a room called tomorrow. Great nations of the world are moving toward democracy through the door to freedom. The people of the world agitate for free expression and free thought through the door to the moral and intellectual satisfactions that only liberty allows. We know how to secure a more just and prosperous life for man on earth through free markets, free speech, free elections, and the exercise of free will unhampered by the state. I've spoken at 1,000 points of light. All the community organizations that are spread like stars throughout the nation doing good. To the world, too, we offer new engagement and a renewed vow. We will stay strong to protect the peace. The offered hand is a reluctant fist. America is never wholly herself unless she is engaged in high moral principle. We as a people have such a purpose today. It is to make kinder the face of the nation and gentler the face of the world. À mon avis, le seul qui veut sortir vraiment, qui en a fait un axe central, et je crois qu'il a raison, de l'Union européenne, c'est Asselineau. Pour cette raison, il est complètement divisé par les médias et donc il passe à zéro. Il ne passe pas dans les médias. Mais c'est les médias, je rappelle que c'est les banquiers, hein, c'est les milliardaires. Donc eux, les banquiers ont construit l'Union européenne comme outil anticommuniste, un outil antisocialiste, antidémocratique. Donc c'est normal que les médias qu'ils ont achetés censurent au dernier degré le seul bonhomme qui veut sortir de l'Union européenne. Si nous étions cohérents, je pense que nous voterions tous, y compris Mélenchon, pour Asselineau. Très bien, monsieur. Parce qu'il faut sortir de l'Union européenne. Si on ne sort pas de l'Union européenne, encore deux questions, madame. Il y en a on trois. raconte Trois des histoires. questions. Quoi. My work, whether it's giving hundreds of talks a year or spending 20 hours a week writing letters or writing books, is not directed to intellectuals and politicians. It's directed to what are called ordinary people. Yeah. And what I expect from them is, in fact, exactly what they are, that they should try to understand the world and act in accordance with their decent impulses, and that they should try to improve the world. And many people are willing to do that, but they have to understand. And in fact, as far as I can see, in these things,
I feel that I'm simply helping people develop courses of intellectual self-defense. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi vouloir nous dépeindre avec tant de noirceur parce que nous voulons sortir de l'Union européenne? Pourquoi nous dépeindre dans ces conditions alors qu'en définitive, je pense que nous sommes le fer de lance de la meilleure position qui soit en matière politique, qui est de préparer le XXIe siècle. Vous allez me permettre de faire une citation ici, un peu longue, qui est très inhabituelle dans un meeting politique, mais vous le savez, l'UPR ne ressemble à rien d'autre, et l'UPR fait réfléchir tout le monde. Alors, pendant que les autres vous entraînent vers le bas, avec des histoires de prétoire, de mise en examen ou de je ne sais pas quoi, nous vous tirons vers le haut, nous tirons la population française vers le haut et la réflexion sur les siècles qui s'ouvrent. Je voudrais faire une citation ici, en citant le fait que si l'UPR connaît une croissance irrésistible, c'est parce que c'est le seul mouvement politique à expliquer la formidable erreur historique du principe même d'une construction politique continentale. Nous sommes le seul mouvement politique à dire que c'est une construction qui est viciée dès l'origine. Tous les autres candidats vous proposent une autre Europe parce que tous les autres candidats approuvent le principe d'une construction politique continentale. Nous la désapprouvons et je vais faire une citation donc peu banale. Je vais me faire référence à Sri Aurobindo. Sri Aurobindo qui fut l'un des dirigeants du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, mais qui fut aussi un philosophe, un poète et un écrivain spiritualiste. Sri Aurobindo qui puisait une partie de sa sagesse dans cette fameuse formule tirée d'un des Upanishads, Vasudhaiva Kutumbakam, c'est-à-dire le monde est une seule famille. Pourquoi je cite Sri Aurobindo? Parce que Sri Aurobindo a écrit un livre formidable, publié en 1919, qui peint l'idéal de l'unité humaine. Il explique les dangers qu'il y aurait à ce qu'il y ait un État mondial. Et il s'intéresse dans un chapitre entier, écrit il y a 100 ans, ou presque 100 ans, en 1919, un chapitre intitulé « Les États-Unis d'Europe ». Puisqu'il était déjà beaucoup question à l'époque, avec notamment Aristide Briand, de cette perspective qui avait d'ailleurs été lancée, comme vous le savez peut-être, si vous allez écouter mes conférences ou si vous êtes allé sur le site internet de l'UPR, par Victor Hugo dans le discours sur la paix au Congrès de la paix de 1849, où il parlait déjà des États-Unis d'Europe. Alors je vais faire cette citation, elle est un peu longue, mais elle est extraordinaire, je trouve, parce qu'elle a 100 ans. Et écoutez ce qu'il disait. Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former. Et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelle qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais, en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation, cependant, entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, celle de la Première Guerre mondiale, et pourrait bien réduire à néant
les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et Sri Aurobindo de conclure. Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe, et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. Parce que je ne veux pas de nationalisme français, je suis un patriote, et comme le disait Charles de Gaulle, c'est normal d'être patriote, c'est aimer sa patrie, le pays de ses pères, c'est comme aimer ses parents. Et de Gaulle disait, un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh bien, moi, je ne suis pas un nationaliste français, mais je ne veux pas non plus que nous soyons des nationalistes européens ayant vocation à s'opposer au reste du monde.